Bienvenue. Le contrôleur général de police Soumaïla Yaya prend des mesures pour lutter contre les actes de rançonnement commis par certains agents de la police républicaine sur les axes routiers au Bénin. Dans une note de service en date de ce mardi 27 août 2019, Soumaïla Yaya déplore la reprise de ces actes sur les routes, notamment pendant les patrouilles de sécurisation. Le patron des flics estime que ces actes sont contraires à l'éthique et à la déontologie et portent atteinte à l'honneur et à l'image de marque de la police républicaine qui ne saurait donc continuer parlant donc de ces actes. Nous allons donc vous donner lecture en début d'émission ici et maintenant de ce communiqué que nous avons donc eu. Il m'est revenu de façon récurrente que certains fonctionnaires de police s'adonnent à des actes de rançonnement, notamment au cours des patrouilles de sécurisation des axes routiers. De tels comportements contraires à l'éthique et à la déontologie qui portent atteinte à l'honneur et à l'image de marque de la police républicaine ne saurait continuer. Et c'est pourquoi il est demandé aux différents chefs à divers niveaux de la hiérarchie de prendre les mesures idoines pour faire cesser immédiatement ces agissements. En tout état de cause, le fonctionnaire de police qui sera dénoncé par les usagers ou surpris par les missions de contrôle diligentées par la direction générale de la police républicaine se verra sévèrement sanctionné conformément aux textes en vigueur, et ce sans préjudice des poursuites judiciaires. La présente note de service, qui doit faire l'objet de la diffusion à l'ensemble des fonctionnaires de la police républicaine, prend effet pour compter de la date de sa signature, signée donc par le DG Pierre Soumaïla Yaya. Saturne Diassou, quand vous lisez ce communiqué, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le rançonnement, encore une fois, préoccupe davantage les autorités à divers niveaux? S'ils ont tout l'air d'en être préoccupés. Mais reste à savoir s'il suffit d'un communiqué pour témoigner de sa bonne foi à arriver au bout du rançonnement dont on accuse les forces de sécurité, les policiers de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait en amont pour limiter la tendance? C'est quand on a posé ces actes et qu'on constate que sur le terrain, ces actes de rançonnement dénoncés continuent, qu'on dira que les conditions sont remplies pour qu'on tape du poing sur la table, pour qu'on aille loin, pour qu'on punisse. Je n'excuse pas ce qu'ils font. Je ne préteste pas de leurs conditions de vie pour dire que c'est normal ce que nous observons. Il y a l'éthique qu'on a évoquée dans le communiqué. Il y a ce qui est bien, ce qui est mauvais, et tout le monde le sait, que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on fera de sa pauvreté une excuse pour aller voler. Donc, le tout ne suffit pas de sortir un communiqué pour menacer. Il faut, au-delà du communiqué, poser des actes pour mettre les gens à l'abri. Ayatou Draman, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour le DG Pierre de publier ce communiqué? C'est vraiment nécessaire, je trouve, parce qu'au-delà, ce communiqué d'abord permet de savoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, que le rançonnement a commencé, et pour ceux qui ont été victimes, de savoir que désormais ils peuvent s'en plaindre, parce que si vous lisez le communiqué jusqu'à la fin, il dit que des mesures seront prises pour que s'il plainte il y en avait, que les personnes qui sont concernées soient punies selon la rigueur de la loi. C'est important de savoir que votre chef sait ce que vous faites sur le terrain, parce que cela pourrait permettre de dissuader ceux qui le font déjà ou ceux qui pensent qu'ils peuvent se lancer dans la logique parce qu'il y aurait des collègues qui le font déjà et qui ne sont pas inquiétés. Donc ce communiqué, au-delà des écrits qui montrent que oui, vous savez ce que font vos agents sur le terrain, vous êtes préoccupé de la sécurité et du respect des textes qui régissent votre métier, votre corps de métier, la police républicaine, de faire savoir à la population que oui, vous vous assurez que vos agents sur le terrain fassent les choses comme il se doit et que vous êtes conscient, s'ils ne le font pas bien,
qu'ils doivent être punis et donc à eux également de savoir quel comportement avoir selon les règles d'éthique et de déontologie, comment se comporter pour qu'au cas où leur nom serait cité et dans des situations de rançonnement, qu'ils sachent que en son temps, on avait interpellé, on avait appelé tout le monde au respect des textes et donc c'est le moment de servir d'exemple pour ceux qui ne seraient pas sur la bonne voie. Donc vous pensez que ce communiqué, c'est plus un rappel des Oui. règles de base? Aujourd'hui, je trouve que ce communiqué, c'est beaucoup plus un rappel des règles de base en attendant que les populations aient le courage de dénoncer pour qu'on puisse voir dans le concret est-ce que ces dénonciations ont pu aboutir à quelque chose, quelle est la mesure qui a été prise pour que dans le concret, on puisse savoir que désormais la police s'en préoccupe au-delà des mots, au-delà d'un communiqué, que désormais ça peut être puni, que tout le monde peut savoir que oui, on peut dénoncer d'abord parce que dans le communiqué, on aurait bien voulu qu'on nous dise également en même temps si rançonnement il y avait, si vous étiez victime, par quels moyens vous pourrez dénoncer. Je pense qu'il y a des numéros verts qui sont... Oui, il y a des numéros verts, mais les gens craignent d'appeler. Et quand le DGPR dit qu'il lui est revenu avec insistance et puis avec, de façon récurrente, voilà, qu'il y a rançonnement, cela suppose qu'il y a des canaux qui sont utilisés pour lui faire parvenir peut-être pas des canaux officiels, peut-être pas, parce que nous savons que le Bénin n'est pas si grand que ça. Vous voyez, ce matin, il y a un auditeur qui a dit à la radio qu'il a été victime hier d'ailleurs, hier de rançonnement. Vous voyez, déjà on peut le dire chez nous, de bouche à oreille. Le DGPN peut être en contact avec des personnes qui ont des parents victimes et qui, une fois, deux fois, trois fois, si ça commence par être répété, ça veut dire que oui, sur le terrain, quelque chose se passe et il faut interpeller les nôtres pour savoir, je parle du DGPN, pour savoir véritablement que oui, je suis au courant de ce qui se passe et qu'il faut faire attention. Ce communiqué est la bienvenue pour ceux qui ne savaient pas que le chef sait ce qui se passe sur le terrain et ceux qui le font déjà, s'ils sont conscients qu'ils veulent garder leur emploi, qu'ils ne veulent pas être victime de mesures, comme l'a dit le DGPR, qu'il faut se mettre au pas, qu'il faut se ressaisir et éviter de faire ça sur le terrain. Et le Châtenay-Ou, un communiqué signé par le contrôleur général de police, Ismaïla Yaya, le patron des flics aujourd'hui au Bénin, est-ce qu'il suffit de faire un communiqué, comme le disait Saturnin Diassou, pour montrer qu'on veut sévir? Non, bon, je dirais qu'il faut aller au-delà du communiqué et le gouvernement, sinon la police républicaine, alors dirigée par Nazer Ounokwe, avait pris des mesures. Si vous interrogez les agents de la police républicaine, ils vous le diront. Ils diront qu'il y a même des agents de la police nationale d'entre-temps qui sont aujourd'hui recrutés. Ils sont déjà à la retraite. Maintenant, on leur fait appel et on crée une commission pour dire que c'est une commission de contrôle pour voir si les flics sur le terrain rançonnent toujours. Et le policier retraité peut se retrouver dans un minibus et sur la voie, il demande au chauffeur, donne-lui 500 francs, je veux voir sa réaction. Il n'est pas en tenue, il est en civil. Donc, ils prennent peut-être son appareil photo et ils filment le policier qui est en train peut-être de prendre 500 francs. Et voilà, ils ont des forums où ils ont des... comment vous les appelez? Des plateformes où voilà, les policiers échangent et on balance la photo pour dire telle personne a pris 500 francs et puis bon, voilà, c'est des actes d'humiliation. Bref, c'est pour dire que la mesure pour sanctionner, pour donc dire il ne faut pas aller dans ce sens. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Maintenant, quand je lis le communiqué, vous l'avez lu tout à l'heure, on a dit que les actes de rançonnement ont repris. Comme si à un moment donné, ça s'est arrêté. Pour moi, ça ne s'est jamais arrêté. Ça a continué. Que ça a toujours existé? Ça a toujours existé. Malgré la mesure ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Ça n'a jamais changé. Justement parce que les gens... c'est pourquoi c'est justement là qu'il faut revenir. J'ai vu lors de la célébration, le 1er août dernier, sur la télévision nationale, je crois qu'il y avait... je ne connais plus exactement, sinon je ne me rappelle plus de son rang. Je ne me souviens plus de son rang. Voilà, et on lui demandait, sur la télévision nationale, je dis, on lui demandait, mais comment se portent aujourd'hui les agents de la police républicaine? Est-ce qu'ils sont mieux traités?
il a souri, il a dit, bon, vous savez, les conditions d'hier n'ont pas changé par rapport à celles d'aujourd'hui. Il a commencé par tourner. Il a pris environ 3 minutes pour ne rien dire pratiquement. Il souriait simplement. J'ai compris aussitôt qu'il voulait rester fidèle aux recommandations, c'est-à-dire aux instructions à lui donner avant qu'il n'entre en studio par son chef hiérarchique. Sinon, peut-être des sanctions peuvent également tomber. Bref, c'est pour dire que le rançonnement a toujours résisté. Et si on ne prend pas des mesures pour véritablement lutter contre le phénomène à la racine, à la source, que cela on ne ferait rien. On peut prendre des communiqués. Pourquoi ne pas sévir pourquoi avoir senti le besoin de communiquer encore pour dire que c'est un fait récurrent, qu'on va sévir? Pourquoi on met ça dans le futur? Pourquoi on prévient? Alors qu'on sait que par le passé, on a eu à mener beaucoup d'actions pour sensibiliser, pour éduquer. Même lorsque vous allez dans les commissariats, vous allez voir, il y a des affiches, des posters et autres là pour dire ne rançonnez pas, vous salissez la corporation, vous faites... Bon, il y a beaucoup de ces messages-là qui sont donc dans les posts. Donc, lorsque vous avez déjà ça, c'est dire qu'il y a beaucoup effectivement d'actions qui sont menées. Maintenant, mettre ça dans le futur, c'est toujours parce que je ne sais... Vous voyez, le gouvernement a initié des réformes. Le gouvernement a voulu, par exemple, que nous ayons la police républicaine. C'est l'initiative quand même du gouvernement aujourd'hui en place. Donc, qu'on constate que ces mêmes agents sont, je dirais, ne sont pas très loin de ceux d'hier. Les conditions de vie n'ont pas changé. Continuez par rançonner. Vous savez que c'est toujours tout cela. C'est le gouvernement de la rupture qui porte la charge, qui porte la responsabilité. On continue, ceux qui donnent ces agents ou les usagers de la voie qu'on rançonne, ce sont eux qui critiquent le gouvernement pour dire c'est le gouvernement qui a autorisé tout ça. Donc c'est une mauvaise publicité entre griffes pour le gouvernement. Le gouvernement doit à un moment donné prendre ses responsabilités et dire arrêtez-moi ça, nous ne voulons pas que les choses puissent continuer dans ce sens-là. Et je dis, il y a même jusqu'au niveau de la présidence, c'est tout un circuit pour donc vérifier, contrôler ceux-là qui rançonnent sur les voies. Bon, bref, c'est quand même pas... C'est quand même pas bien, non seulement de rançonner, mais la procédure également. Moi, je pense qu'on peut peut-être déjà mettre chacun devant ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui a voulu corrompre, comment vous appelez, un policier. Le policier l'a dénoncé, je ne sais pas si c'est 1000 francs ou 500 francs à l'époque. Voilà. Et on a condamné ce dernier. Il y a la justice qui a condamné. Donc, ce policier qui a traduit ou qui a dénoncé ce citoyen qui voulait le corrompre, je pense que tous les policiers pouvaient le faire. Maintenant, quand vous êtes dans une situation donnée, vous n'avez pas le minimum, votre enfant est à la maison malade, on vous a réquisitionné, vous revenez, entre-temps c'était chaque 24 heures, désormais on vous dit vous êtes là 48 heures ou vous faites peut-être 16 heures ou 22 heures d'affilée et peut-être 8 heures après vous vous retrouvez encore au bureau. Il y a des facteurs qui peuvent expliquer. Il y a des facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a beaucoup de choses. Le rançonnement. Tout à fait. Justement, vous parlez de rançonnement, vous avez parlé de police républicaine issue de la fusion entre la gendarmerie et puis l'ancienne police nationale du Bénin. Nous allons faire un tour à la régie, écouter justement ces conducteurs, ces Béninois qui estiment qu'ils ont été victimes ou bien qu'ils sont victimes de ces actes de rançonnement, puisque quand il y a rançonnement, il y a forcément des personnes qui subissent plus cet acte-là. On va les écouter et puis on revient ici. Les policiers, ils sont mauvais. Nous sommes taxman. Un taxman doit charger de bagages. On gabarit sur la voie, c'est 2,50 €. Un peu de bagages seulement, ils nous arrêtent. Ils demandent de l'argent. Surtout sur la voie de Boycon. Ils ne sont pas d'accord. Si quelqu'un a un problème à la maison, là, c'est sur la voie qui va venir chercher sans l'argent. Toi, tu as peur. On t'a dit, si on te dit, tu vas aller payer 24 000, 25 000 au trésor. Toi, tu n'as pas même 10 000 francs ici. Tu vas commencer par négocier. Seuls les chauffeurs ne peuvent rien contre les policiers. Donc nous sommes seuls, pas à notre sort. Un policier, si tu prends un petit bagage, maintenant ils vont te prendre de l'argent. Vous comprenez? Mais ceux-là qui voyagent et qui ont 2 sacs de voyage, pas besoin de dire pas 4 personnes. C'est 4 personnes de voyage, un de bagage. Et qui doivent transporter tous ces bagages. Maintenant, si la barrière est remplie, tu es obligé de mettre le reste en haut. Ou bien, maintenant, si tu trouves 2 bagages,
aller d'en haut, c'est fini. Il y a des problèmes. Il faut trouver tous les problèmes de ce monde. Et ce qui est mauvais, je vous dis, ce qui est mauvais, c'est même position des véhicules irréguliers qui font le transport. Et ces véhicules passent, ils ne s'apprennent pas à ces véhicules. Mais c'est à nous autres qui n'en avons pas de derrière ni de devant là, qui s'en prennent. Vous comprenez? Et tu ne peux pas avoir un problème avec un policier et devant son chef hiérarchie, toi tu auras de dessus. Parce qu'ils sont les agents de sécurité, les chefs. C'est les théories qu'on reçoit. S'il n'y a pas de théorie dedans, on va bouger. S'il n'y a pas de théorie dedans, on va bouger seulement. Ne sois compris. Parce que je cherche de l'argent pour manger avec mes familles. S'ils sont arrivés sur la voie, ils me disent quelque chose, je vais attendre. C'est ça. Un jour, j'ai quitté le constat pour Cotonou. Je devais descendre quelqu'un devant sa maison. La maison, tout juste à porticon là. J'ai mis les deux pieds de l'autre côté sur le trottoir. J'ai descendu les messieurs, j'étais en train de descendre le bagage. La police de cet état est venue. Il me dit, donne-moi les pieds. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, déchargement hors pack. J'ai dit, déchargement hors pack à 21h un dimanche. Il me dit, j'allais voir le chef. J'ai dit, j'allais voir le chef. Il me dit, d'abord, donne les pièces. J'ai dit, mais chef, j'ai fait quoi? Il me dit, déchargement hors pack. J'ai dit, déchargement hors pack. D'accord, il n'y a pas de problème. Venez. Il prend les pièces, il contrôle tout ici à jour. Il me demande de revenir à leur base. J'ai dit, mais où? Il dit, Sobo. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais là-bas, on me demande de payer 12 000 francs. J'ai dit 12 000 francs, pourquoi? Il dit déjà, moi, on passe. Qui vient en ce temps-là pour appeler? Personne. J'ai dit, je vais rencontrer le commissaire. Avant que je ne tape à la porte du commissaire, on me dit, mais c'est quoi? Allez, va là-bas, va voir le... Je dis, mais c'est quoi, chef? Vous êtes là pour nous autres, non? Mais j'ai un problème, je dois me soumettre à vous, mais écoutez-moi d'abord. Il me dit, non, je ne vais pas t'écouter. Allez, vous faites des pandas et après, vous venez, vous faites. Allez, va payer là-bas. J'étais obligé de payer. J'ai payé. Parce que si vous faites la force de l'ordre, mais moi, j'ai qui? J'ai seulement Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait que nous sommes obligés. C'est seulement si on a des gens derrière, des personnes ressources qui peuvent nous aider, on fait recours à ces personnes. Mais dans le cas contraire, tu es obligé de payer. Saturnin Diassou, quand vous écoutez ces vécus, en tout cas ça reste la vérité donc, de ceux qui se sont exprimés. On parle d'abus de déchargement opaque, de véhicules mal garés, alors qu'on estime que ça a été bien garé et tout ça. Mais également, il y a une démarche fataliste, on ne peut rien parce qu'on n'a personne. Est-ce que nous avons toujours une police républicaine? Nous avons une police républicaine. Je ne dirais pas qu'on n'a pas une police républicaine. Nous avons une police républicaine. Ceux qui ont eu à se plaindre dans l'élément sonore ont d'une certaine leur part de raison dans ce qu'ils ont dit. Mais je ne voudrais pas les prendre aussi comme étant des personnes innocentes à 100%. Nous avons besoin de contextualiser parfois les textes que nous mettons en vigueur chez nous. J'ai écouté l'un d'entre eux qui donnait un exemple. Il permettait à un passager de descendre devant sa maison. Il a été pris pour déchargement hors parc. Les autres, certainement, ont reçu cette consigne. Vous ne stationnez qu'au niveau des parcs qui existeraient, et vous, pour embarquer ou pour débarquer. Et ça fait que tout le long des axes routiers, ça fait, sauf erreur de ma part, c'est l'une des premières infractions que les agents de la police républicaine reprochent. Ils voient un véhicule ralenti tout de suite, ils se lancent à sa suite. Si entre-temps un passager descendait, si on n'arrivait pas à vous arrêter sur le champ, c'est qu'on a votre numéro, on appelle peut-être le poste qui est en avant, et vous arrivez là, on vous prend vos pièces sans que vous ne sachiez de quoi il s'agit. Est-ce que l'environnement qui est le nôtre permet à ce qu'on prenne pour infraction, je parle de la réalité, qu'on prenne pour infraction un monsieur comme tel qui ne voulait que laisser le passager devant sa maison? Je n'étais pas là, je ne sais pas comment est-ce qu'il a garé. Ce que nous savons et qui est la norme, c'est que le lieu de stationnement, c'est le parc auto, le lieu pour embarquer ou pour débarquer. Les autres, si vous voulez vous arrêter en chemin, vous trouvez une ruelle, vous rentrez dans la ruelle pour stationner, pour décharger. N'importe comment. On sait que même quand ils le font, les policiers sont derrière eux et parfois les prennent. C'est pourquoi je parle de contextualisation des règles que nous édictons et que nous mettons en pratique chez nous, où nous ne disposons pas forcément d'infrastructures. Quand on rentre dans la commune de Semekpodi, il y a combien de parcs de stationnement de véhicules d'occasion dans la commune de Semekpodi pour qu'on interdise aux chauffeurs de pouvoir trouver le moyen de garer quelque part dans une ruelle pour prendre des passagers et continuer leur chemin. Nous n'en avons pas. Il y a des communes dans lesquelles vous n'avez même pas de parc. On vend des tickets de parc aux chauffeurs, mais il n'y a pas de parc autour dans ces communes-là. Et les autorités qui doivent veiller à ça ne veillent pas à ça d'une manière ou d'une autre. Puisqu'il y a la demande qui est là, vous sortez de chez vous,
Le parc peut-être le plus proche est à des kilomètres. Est-ce qu'il vous faut rallier ce parc-là avant d'avoir droit à un véhicule pour aller là où vous allez? Les gens attendent aux abords des voies. Ils ne font que les taxis qui passent pour les emprunter, pour continuer leur chemin. Je dis par la suite que je ne les prends pas pour des innocents à 100%, parce qu'il y a forcément des choses qui doivent se reprocher. Le policier à qui on donne de l'argent, à part ces cas-là où on prend vos pièces, on vous dit trucs là, il y en a qui savent eux-mêmes, quand ils embarquent, même avant que le policier les interpelle, ils savent qu'ils sont en infraction. Et quand ils voient un policier devant eux, c'est de l'argent, ils sortent d'office l'argent, ils donnent aux policiers et ils continuent leur chemin. Si moi je suis en règle et que je n'ai pas de l'argent à donner à un policier, je pense que je ne lui donnerai pas et j'attendrai à ce qu'il m'amène là où il voudra. Il y a quand même une situation atténuante qu'il faut aussitôt ajouter. C'est comme quelqu'un le disait, quand vous êtes en situation avec un policier, quand vous avez quelque chose à lui reprocher et vous allez voir son supérieur hiérarchique, il n'a pas la patience de vous écouter. Il ne vous accorde pas il n'accorde pas foi à ce que vous venez lui dire. C'est son agent, c'est le rapport que son agent lui envoie qui est le rapport le plus fidèle. Et il ne vous écoute pas toujours. Vous avez beau avoir tort devant le commissaire, vous avez beau avoir raison, pardon, devant le commissaire, vous aurez tort. Et nos amis policiers, qu'ils m'excusent, ils ont l'art de tronquer ce qui s'est passé sur le terrain. Si vous n'êtes pas en infraction, j'ai donné un exemple ici, où quelqu'un me prenait une moto dans une zone où il n'y a même pas de feu tricolore. Est-ce qu'il va écrire sur la moto au commissariat? C'est non-respect des signaux lumineux. Alors que là où la moto a été prise, il n'y avait même pas ça. Pendant ce temps, quel interlocuteur qui était là? Quand vous en parlez à l'autre, il ne vous croit pas. On prend tous les Béninois pour des délinquants. Ça fait que, quelle que soit la cause qu'ils portent vers le commissaire a du mal à les écouter, à leur prêter une certaine foi. Déjà qu'il a écouté son agent, il faut qu'on prenne de l'argent. C'est un peu ça la force, la discipline peut-être dans leur rang. C'est pourquoi moi je relativise quand je parle des chauffeurs en disant ils ne sont pas à 100% innocents. Et pour les forces de sécurité aussi, il faut relativiser l'application des textes qu'on a chez nous dans leur application. Un chauffeur qui voit un passager qui conduit un véhicule 9 places, un passager qui a un matelas qu'il met déjà en haut de son véhicule, on parle de chargement hors gabarit, on l'arrête en chemin, il va faire comment? Il va mettre le matelas dans le véhicule et demander aux autres passagers de se coucher là-dessus? Je ne sais pas. Je sais que oui, il y a les règles qui sont là, mais il faut voir dans quelle mesure il faut les appliquer selon les infrastructures qui existent, selon nos réalités. Aïlatou Draman, quand il y a corruption, il y a corrupteur, il y a corrompu. Bien évidemment. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit trouver ces citoyens qui s'exprimaient tout à l'heure comme des personnes innocentes? Elles ne sont pas des personnes innocentes, ces populations-là, mais je pense que le problème qui se pose, c'est un problème d'information. Qu'est-ce qu'on sait véritablement de tout ce qui a rapport aux infractions, aux interdits, et du rôle du policier quand il est aux abords des voies? Qu'est-ce qu'il contrôle véritablement? Quelles sont ses limites? Quelles sont les nôtres? Parce que souvent, vous voyez, les populations ne sont pas informées. Les chauffeurs ne savent pas véritablement. Il y a des infractions qui sont connues et il y a parfois des abus de policiers, comme Saturné vient de le dire, qui savent véritablement que vous n'êtes pas en infraction, mais parce que, on ne sait pas sous quel pied, comme on le dit, se sont levés, se battaient là ou cet après-midi. Comment est-ce qu'ils se sentent en eux? Peut-être parce qu'ils ont raté quelqu'un qui a commis une infraction. On tombe sur vous, on vous arrête parce que vous ne savez pas véritablement si ce que vous venez de faire est une infraction ou pas, si vous avez fait quelque chose. Donc, vous lui laissez la largesse de juger de ce qu'il fera de vous. Donc, et donc, les policiers exploitent l'ignorance des populations? Oui, il y a des policiers, beaucoup de policiers dans ce cas exploitent l'ignorance des populations. Et quand ils vous prennent, ils vous traitent de tous les noms. La dernière fois, il y a juste 2 semaines, je me suis fait arrêter par un policier, je vous dirai pas pourquoi. Vous étiez en infraction? J'étais en infraction, ça c'est vrai. Quel type d'infraction? J'étais en infraction, je roulais sur le goudron parce qu'il y avait des tricycles avec essence et je voulais éviter d'être... Le trafic local, vous l'avez évité. Exactement. Et donc quand je me suis fait arrêter, au même moment où le policier m'arrêtait, il laissait passer d'autres personnes. Ok, je me suis arrêtée, il m'a dit, j'ai reconnu, j'étais en infraction, il dit de passer au trésor pour payer. J'ai dit d'accord, j'irai au trésor pour payer. Mais pourquoi vous laissez les autres passer au même moment où vous m'arrêtez? Il ne dit rien, il dit qu'il ne veut pas me parler.
Ok, je dis d'accord. J'étais avec un frère qui l'a supplié de nous laisser partir. Il a refusé. C'était quelqu'un du Nord. Il a refusé. Il a demandé à son collègue de venir prendre la moto. Je lui dis, ok, je suis en infraction, je reconnais. Mais maintenant, pourquoi l'injustice de m'arrêter et de laisser passer les autres? Ok, j'étais encore debout là. Il arrête un monsieur. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit avec le monsieur. Il laisse le monsieur partir. Je dis d'accord. C'est pour juste ces réactions. Je préfère aller là-bas. Si son chef veut m'écouter, qu'il m'écoute. S'il ne veut pas m'écouter, j'ai la preuve de ce qu'il a laissé les autres passer. Et on verra. Et j'étais debout là. Heureusement, il s'est ravisé. Je ne sais pas. Il s'est ravisé. Et ce qui m'a plu pendant qu'il se ravisait, c'est que celui avec qui j'étais a proposé de lui donner de l'argent. Et il a refusé. Sincèrement, il a refusé de prendre de l'argent. Et j'ai apprécié, ce qui fait que j'ai laissé tomber tout ce que j'avais contre lui. Il n'a pas demandé votre numéro avant. Non, pas du tout. Donc vous voyez Il vous a arrêté pour autre raison aussi. Hein. Non, je ne crois pas. Vous voyez, dans ces cas-ci, je suis d'accord que je suis en infraction. C'est de la stratégie chez eux. Mais il ne faut pas véritablement abuser. Si c'est quelqu'un qui ignorait ses droits, et puis vous ne pouvez pas être dans l'injustice. Quand on veut être juste, il faut être juste jusqu'à la fin. Et vous voyez, au-delà de ces cas, on constate beaucoup de chauffeurs sont conscients de ce qu'ils sont en infraction, ils décident de se mettre sur la route, même si on n'explique pas. Il faut tenir compte du contexte parlant de l'exemple que Saturnin a donné avec le matelas. Il faut tenir compte, mais on sait que malgré le fait qu'on refuse désormais aux chauffeurs, quand c'est 5 places, 4 passagers, quand c'est 9 places, c'est 8 passagers, il y a des chauffeurs qui prennent 5 à 6 passagers. J'ai pris un taxi de Savé à Parakou, le chauffeur a pris 6 personnes. En plus de lui, ça faisait 7. J'avais eu envie de... J'avais peur sur tout le trajet parce que je me dis, il y a un monsieur à côté de lui, comment il fait s'il y a danger, quel temps il aura, quel espace il a pour pouvoir se défendre du danger. Vous voyez, un chauffeur comme ça, qu'un policier arrête, qu'est-ce qu'il fera? Il n'a pas envie qu'on amène son véhicule là-bas. Il va, si le policier n'est pas de bonne foi non plus, il va se rapprocher de lui filer un petit 2000 ou un petit 5000, il va le laisser passer. Je pense que les responsabilités... Il y a des problèmes partout. Les responsabilités doivent être situées. Et si on est véritablement dans la lutte pour que ça cesse, la sensibilisation ne doit pas être que du côté des policiers. Il faut que les populations également, notamment les chauffeurs, tous ceux qui sont sur les axes routiers, puissent savoir quel type d'infraction, quelles sont les infractions, qu'est-ce qui n'est pas infraction et pour lesquelles, quand le policier m'arrête, je peux le laisser le faire. Et il faut qu'on nous prête bonne foi. Si nous sommes 2 policiers sur le chemin, ce n'est pas parce que c'est mon collègue, forcément, quand il fait mauvais, je ne vais pas lui dire non, laissons passer, il n'a rien fait. Si on ne dit pas ça et que moi j'ai le temps de filmer ou d'enregistrer, quand j'irai là-bas, j'aurai des preuves. Et si les populations peuvent, sur la base de preuves, dénoncer ça, je pense qu'on arrivera à un moment donné où ça va cesser, même si et ça ne finit pas, on en arrivera à ce qu'il y ait moins pas du tout d'infraction et que les populations soient également conscientes. Il ne sert à rien de jeter le tort sur les policiers tout le temps, alors que nous-mêmes, nous cautionnons tout ce qu'on voit sur le... Ce sont nos amis, ils vous ont laissé partir aussi. Il vous sera difficile, il a tout de... Vous parlez de filmer parce que nos amis policiers, ils le font. Moi, parfois, ça mérite, hein, parce qu'on est policier... Je ne sais pas si ça existe réellement dans leur corporation. Vous avez votre téléphone, vous êtes en train de filmer quelque chose, ils peuvent arriver là et vous arracher votre téléphone. Au nom de quoi, je ne sais. J'ai assisté à ça sur plusieurs scènes de personnes qui filment. Et parce qu'il y a un policier qui dit « Qu'est-ce que tu filmes » est venu chercher le portable du citoyen. Et au pire des cas... Peut-être que le policier même ne savait pas. Il y a le droit à l'image. Oui, mais est-ce que la personne qui a filmé, c'est cette personne On ne refuse pas qu'il y a le droit à l'image. On nous l'enseigne même dans notre métier. Là où vous pouvez prendre des images, là où vous ne pouvez pas le prendre. Mais à des moments donnés, vous vous retrouvez à des endroits où vous ne pouvez pas interdire à celui qui a son téléphone de le faire. Mais parce qu'on est policier, on demande à l'autre de cesser de filmer. Et quand il continue, on vient lui arracher son téléphone et au pire des cas, on brise le téléphone devant lui. J'en ai assisté qui ont pris le téléphone de citoyens et qui ont jeté ça contre un mur, qui ont brisé le téléphone là tout de suite et qui ont continué le S'il n'y a pas de raison, on lui fera payer le téléphone. Il faudrait que le supérieur hiérarchique que vous allez rencontrer vous écoute. C'est comme aujourd'hui, on est sur un cas où on a dit un policier a tabassé quelqu'un, la personne est allée porter plainte dans un commissariat. Et tout de suite, on lui a dit que votre plainte ne peut pas prospérer. Vous avez affaire à un policier. Il y a toutes ces circonstances qui font que accuser un policier... Il y a un abus de pouvoir. Ils abusent. C'est amical que de leur dire. Ce n'est pas être dur envers eux que de dire qu'ils abusent de leur pouvoir. Mais au même moment, j'ajoute, le policier je prends le cas de Alilato.
Je ne lui fais pas le procès parce qu'il a laissé forcément passer d'autres, il vous a arrêté, vous. Je parlais de stratégie, là, peut-être, ce truc. Mais quand il est seul sur la voie, et vous êtes plusieurs à sortir de votre couloir de circulation, il ne peut pas vous arrêter tous à la fois. Mais quand il s'arrête sur le goudron et qu'il arrête quelqu'un, le monsieur, je ne sais pas quelle discussion ils ont eu, et il le laisse passer. Peut-être que c'est un frère, lui, qui sait. C'est pourquoi je voudrais... C'est pourquoi je voudrais... C'est pourquoi j'avais pris la parole avant qu'on l'accorde à Ulrich. Le policier, c'est un homme qui est en uniforme, au-delà de tout. Je n'ose pas croire, vous n'êtes pas de ce genre, que tel que vous l'avez abordé, l'aurait déjà frustré. Il y a des policiers, quand vous êtes en infraction, ils vous arrêtent, vous vous arrêtez. Ils vous parlent, et selon la manière dont vous réagissez, ils vous laissent continuer votre chemin, parce qu'ils se disent, celui-là, il a compris ce qu'on veut de lui. Et je crois que c'est d'abord l'esprit de tout. Le policier, est-ce qu'il est là pour matraquer? Forcément. Lorsque vous êtes en face d'un citoyen qui est en infraction, et vous échangez avec lui, vous vous rendez compte que dans son état d'esprit, il a compris qu'il est en infraction. Il a peut-être péché d'une manière ou d'une autre. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est sur sa moto, qui n'a pas mis un éclairage, alors qu'il fait nuit. Vous l'arrêtez, vous dites, vous n'avez pas de phare. Le monsieur vous dit, bon, ça marche très bien. Je venais juste de quelque part où j'ai dû couper, mais quand je me suis mis sur la voie, j'ai oublié de le rallumer parce que, oui, il y a des trucs. Il vérifie, c'était effectivement, ça marche effectivement. Il dit, OK, continuez et tout ça. Mais il y en a qui, vous aurez beau expliquer toute votre bonne foi, ils vont mettre de leur côté leur force pour dire, allez. Parce qu'au finish, peut-être ils espèrent que vous leur filez quelque chose entre les doigts pour qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ils ne sont pas de la même manière. Vous pouvez avoir votre moto, arrêtez, vous irez voir le commissaire qui sera de bonne humeur, certainement qui va vous écouter et qui vous dira remettez-lui sa moto et qu'il continue son chemin. Donc le policier qui vous a arrêté, comprenez que encore qu'à la fin, il vous a permis de continuer, sans que vous ne lui présentiez. J'avais envie de savoir votre carte de presse. Vous reveniez d'où? Vous étiez habillé comment? Bon, on ne sait jamais. Non, j'avais quitté Soleil FM. Il y en a qui ont cette stratégie. Hein. C'est une femme qui est en infraction, on connaît la femme, on voit sa posture et tout ça là. Elle est imposante, donc d'ailleurs, de loin, on l'a remarqué. Donc, non, je ne fais pas ce procès à nos hommes en uniforme. Alors, Richard Tindéou, on a fait une réforme, certainement la fusion a été faite, mais apparemment on n'a pas réussi à changer les esprits. Les habitudes ont la peau dure. Oui, il faut changer les esprits, mais ce n'est pas en fusionnant qu'on va changer les esprits. Non, je crois que le débat encore est ailleurs. Il faut déjà, comme l'a si bien commencé Saturnin, féliciter encore une fois ces hommes en uniforme, parce que après tout, effectivement, c'est des êtres humains, ils sont des êtres humains comme nous, et ils peuvent même, à la limite, ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Maintenant, quand vous prenez, je veux quand même revenir sur ces conducteurs, la réaction de ces conducteurs, parce que vous savez, c'est un peu comme aussi Ali l'a dit, il faut beaucoup sensibiliser. Les hommes en uniforme surfent sur l'ignorance des conducteurs pour donc les rançonner, pour leur dicter ou leur faire croire tout ce qu'ils ne savent pas. On peut leur dire, lorsque vous brûlez le feu, vous allez payer tel montant alors que ce n'est inscrit nulle part. Voilà, donc bref, il faut sensibiliser. Et je pense que le communiqué du DGPR devrait également permettre à ce que les hommes en uniforme puissent être situés dans leur démarche où il doit y avoir d'abord une communication interne pour dire désormais nous prenons en compte telle infraction. Non, parce ça, que ça existe. oui, bon, d'accord, vous dites que ça existe. Bon, pour ça, est-ce que vous savez que 90% de ces véhicules qui circulent sur nos axes routiers sont, c'est-à-dire des véhicules qu'on ne devrait a priori pas prendre ou qui ne devraient pas se retrouver sur la route. Hors d'usage. Voilà. 90%. Lorsque vous avez des véhicules comme ça, où il y a nécessairement une pièce qui est périmée, ou il y a des bus vraiment... J'allais vous demander d'où vous tenez vos chiffres. Non, vous avez fait quelle étude pour sortir ces chiffres? Je me rappelle quand même, le chef de l'État lui-même reconnaissait que le parc automobile est vétus. Donc, voilà, il faut changer. Lorsque vous avez des véhicules comme ça, c'est-à-dire que vous allez toujours... Mais les forces de l'ordre vous le diront, ils diront, écoutez, quoi qu'en soit ce que vous faites, nous là, on va trouver des infractions. Tout peut avoir tout à jour. On va te dire,
On t'a arrêté juste peut-être parce que tu as fait 1 centimètre de plus, on va dire, mais voilà, tu n'as pas respecté ce qu'on... On te trouvera toujours quelque chose pour... Il y a les abus de vitesse C'est également, pourquoi- voilà, sur la voie. Tout ça aussi, c'est des infractions. Oui, c'est des infractions. C'est pourquoi je dis... En agglomération, il y en a qui exagèrent. Il faut sensibiliser les conducteurs, sinon il y aura toujours de fautes. Mais prenez par exemple le conducteur de Topa qui peut-être c'est ça ce qu'il fait pour vivre. Les pour bus, nourrir ça. il faut dire que c'est Oui, les minibus voilà, qui oui, circulent, voilà, sur nos axes. Vous prenez une personne ou un conducteur du champ qui peut-être fait la liaison Porto Novo, Cotonou ou Topa, et parce qu'il a déchargé au niveau de PK10, vous l'arrêtez. Vous lui demandez de l'argent, il a payé. Et il revient, vous constatez peut-être que c'est... vous voyez, celui qui déjà a payé 5 000, je suppose, hein, il y a 15 personnes environ dans le bus, chacun doit payer peut-être 500 francs. Bon, ça ne fait pas 10 000, ça fait environ 7 500. Bon, je me dis, lui vous donne déjà 5 000, il a pris le carburant à aller-retour, peut-être au retour il s'est dit, il faut peut-être compenser ce que je viens de donner à ces forces de l'ordre. Donc il a commencé ses calculs, il trouve peut-être une marchandise là, qu'il prend sur son truc, il revient, vous dites qu'il y a... comment vous appelez? Chargement au gabarit. Chargement au gabarit, et puis voilà, vous le pénalisez. Vous voyez, autant de choses quand même qui frustrent, qui amènent ceux-là aussi à se rebeller contre les forces de l'ordre. Nous devrions, c'est-à-dire, amener les gens d'abord à comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger. Sinon, il y aura toujours de rançonnement. Et je demanderais aussi, puisque nous sommes à l'époque des évaluations, c'est tellement que c'est une manière aussi d'évaluer ces forces de l'ordre. Nous sommes au moins... Oui, quand vous évaluez ou quand vous pensez à une force mixte, c'est tellement parce que vous voulez qu'il y ait quand même une certaine qualité dans le traitement, dans le travail à eux confier. Donc, par conséquent, il faut que cela soit accompagné d'une bonne rémunération, qu'on améliore quand même qu'on évalue les conditions. les policiers, ça. Ils sont déjà en évaluation. Il aborde un aspect que je trouve quand même important. Le 1er août dernier, sinon chaque 1er août, quand nos forces de sécurité défilent, on se plaît toujours à contempler le matériel, à contempler leur habillement. Mais on ne s'intéresse pas à leur vécu de façon réelle, qu'est-ce qu'ils vivent chez eux. Tout à fait. Je n'ai pas souvenance que ces dernières années, qu'on ait eu à revoir les conditions de vie de nos forces de sécurité. Alors que c'est des hommes, il faut d'abord qu'ils soient motivés. Il faut que quand je sors de chez moi, je me rends compte que je n'ai pas pu donner le petit déjeuner à mon enfant avant de sortir, que je n'ai pas pu donner l'argent de popote à la maison avant de sortir, que j'ai demain les frais de contribution de mon enfant que je dois payer, alors que ce que je prends à la fin du mois ne suffit pas. Le policier qui est en circulation, lui tend 5 000 francs, ne va pas dire forcément non, comme chez Alilatou, celui qui l'accompagnait à donner de l'argent au policier, il a refusé. Mais je crois que c'est dans une vie de boy que Tony disait que le chien ne saurait crever de faim à côté de la viande de son maître. Il faut mettre des gens dans des conditions, surtout avec cette fusion où les policiers avaient eu le temps d'avoir sous Louis-Philippe Onléon quelques formations qui leur ont permis d'être avancés déjà à l'ère de la fusion. Il y a ceux-là qui étaient des ex-gendarmes dont les conditions n'étaient pas du tout reluisantes et qui à la fusion même se sont retrouvés moins gradés que des policiers d'hier et les situations, les conditions de vie ne sont pas forcément les mêmes. Donc le gouvernement, au-delà des communiqués qu'on sort pour dire bon maintenant à partir de la date de signature de ce communiqué on va sévir, il faut qu'on aille retoucher de façon significative aux conditions de vie. On ne peut pas vivre à Cotonou, être policier, gagner 40 000 francs le mois. Alors que vous êtes à Cotonou, vous êtes en service à Cotonou, vous gagnez 40 000 francs le mois. Vous voulez payer quel loyer à Cotonou? Vous restez à quoi? 35 000 à Cotonou, vous en avez trouvé? C'est entrée coucher, vous voulez oublier quoi? Non, mais une chambre, vous pouvez encore trouver une chambre. À Cotonou, à Gla là-bas. Bon, peut-être. Pourquoi vous parlez d'Agla? Non, parce qu'à Cotonou, 35 000. C'est difficile, non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand on n'a pas revu ça, peut-être 35 000 francs pour la lutte contre la corruption. Un jeune célibataire qui commence encore plus rapidement, alors que habituellement les policiers sont mariés. Non, même lorsque c'est policier, effectivement, il faut revoir la rémunération parce que vous allez voir des gens qui sont même qui ont fait 10 ans. Il y a quelqu'un qui me confessait ou témoignait, disait ceci, dit qu'il a déjà fait 10 ans dans le métier et que son salaire ne dépasse
passe pas 100 000. Bon, vous m'excusez, bon, je ne suis pas en train de trahir des choses là, mais c'est quand même difficile pour on a des policiers dans nos rues, dans nos voies. Il y a Saturné tout à l'heure, par exemple, qui a abordé une question importante ou quand même qui m'intéresse aussi, le défilé. Le 1er août, quand vous prenez ceux qui vont à Cotonou, combien ils prennent? Entre-temps, autant de défilé, ça l'a jamais nourri. Le policier dans sa carrière, c'est pourquoi il prie toujours. Le policier, le gendarme prie toujours pour avoir une mission à l'extérieur. C'est ça qui leur permet de s'en sortir. Sinon, au Bénin, ce qu'ils gagnent, mais quand vous avancez en grade, voilà. Oui, donc c'est pourquoi véritablement. Oui, mais tout le monde ne peut pas avancer en grade. Si tout le monde avance en grade, si tout le monde va du côté d'où c'est mieux, qui sont ceux qui vont rester au bord de la voie, qui vont assurer notre sécurité, faire les patrouilles. Au bout de combien d'années on est avancé? La nuit pour assurer notre sécurité au niveau. C'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Je pense qu'au-delà du fait de reprocher, pas qu'aujourd'hui on est en train d'innocenter les policiers. Si on a décidé de faire un métier, on connaît les tests, on connaît les règles, il faut les respecter. Tout en faisant la lutte pour que notre condition de travail puisse s'améliorer. Même si aujourd'hui ils n'ont plus le droit de grève, je pense qu'ils peuvent toujours trouver d'autres moyens pour se faire entendre, pour que leurs conditions puissent être améliorées. Mais le fait de rançonner, ces personnes que vous rançonnez également, combien est-ce qu'elles gagnent? Mettez-vous dans leur position, surtout pour ceux qui ne sont pas véritablement en infraction, pour ceux qui vous prenez de l'argent, mettez-vous dites-vous, combien est-ce qu'ils ont? Vous savez, les chauffeurs de Tokwa Tokwa, j'ai fait un reportage avec un chauffeur qui dit... dites que c'est un minibus pour ceux qui vous écoutent à l'extérieur. Bon, voilà. Comme le qui parlait de Gambo la dernière fois. De minibus, ceux qui prennent surtout... on va finir avec vous rapidement, oui. Il y a des jours où ces chauffeurs-là ne trouvent rien. Et pour le simple fait de s'être arrêtés à un carrefour parce qu'il n'y a pas de parc, les policiers les arrêtent, prennent leurs clés, leurs pièces et leur demandent de payer. Ou on les amène carrément à la police et on demande de payer 12 000 francs. Les frais de fourrière. Les frais de fourrière. Vous voyez comment est-ce que cette personne également vit chez elle. Ça fait beaucoup de conditions à revoir, beaucoup de sensibilisation à faire dans tous les sens. Pour régler ce problème. Merci à vous, Halila, tout libéré enfin. Cédez-lui votre fauteuil. Voilà, je vais laisser de mon... Elle va présenter le journal. Voilà, merci à vous. L'intégral, c'est fini. Rançonnement, oui. Revoir la condition sociale de vie des forces de sécurité également, oui. Ça en est fini. À demain.